Je me présente d'abord, donc je m'appelle Pierre Morkens. En fait, ce que je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui se passe dans notre cerveau sur le plan non pas médical, mais sur le plan comportemental. Comment prenons-nous nos décisions? Comment se fait-il qu'il y a parfois d'énormes conflits dans notre cerveau, des problèmes qui sont engendrés? L'approche s'appelle l'approche neurocognitive et comportementale, donc je vous ai parlé, c'est multidisciplinaire, c'est très important, parce que la multidisciplinarité permet précisément cette richesse des liens entre tout ce qui existe, toutes les sciences existantes, et permet aussi d'enrichir les connaissances. Et ça, c'est le dernier slide que je vous présente sur les recherches fondamentales et les recherches cliniques. Donc, nous nous inspirons bien sûr de tout ce qui existe dans le monde, tout ce qui est déjà connu. Vous voyez là des noms de chercheurs d'ailleurs très actuels, des personnes comme Damasio, Changeux, Davidson qui travaille avec les moines tibétains, Houdet qui travaille sur le QI, etc. Donc, toutes ces sciences aujourd'hui, l'important, et je dirais que c'était la force de Jacques Fradin, c'est de faire les liens entre toutes ces connaissances pour émettre de nouvelles hypothèses et ensuite de les valider au fil des années. En deux mots, un cerveau comme celui-là, le côté bleu étant le préfrontal, ce qui est derrière votre front. Un cerveau comme celui-là, c'est 1,4 kg, c'est 100 milliards de neurones, et chaque neurone est relié à 10 000 autres neurones, donc vous avez 1 million de milliards de connexions dans votre petit cerveau. Tous. Et donc c'est fabuleux. Donc c'est pour ça qu'au fond on ne pouvait pas expliquer les choses autrefois. Les neurosciences aujourd'hui lèvent le voile, mais soyons très humbles. Il y a encore plein de choses à découvrir. Beaucoup de laboratoires neuroscientifiques aujourd'hui travaillent surtout sur le médical. Nous avons abordé un regard très différent, c'est celui de la compréhension des comportements, des décisions. Et c'est pour ça qu'il y a 4 zones qui sont en couleur, parce que nous avons 4 territoires. Ce n'est pas 4 cerveaux, on n'a qu'un cerveau, mais on a des territoires. Et ces 4 territoires sont les territoires dans lesquels on prend ces fameuses 5 à 6 000 décisions par jour. Ça, ce sont des études américaines. Alors, bien sûr, c'est didactique, c'est pas comme ça que ça se présente vraiment, mais c'est pas loin de là. Donc, prenez-le non pas pour du scientifique, uniquement pour du didactique, pour être précis. On va découvrir ensemble rapidement, mais il y a des choses où je vais vraiment insister parce que ça peut vous aider en tant que coach. On a 4 territoires, et les territoires rouge, orange et jaune, donc reptiliens et paléo et néolimbiques, sont des territoires que nous partageons avec les animaux. Ce sont des territoires de créatures, alors que le territoire bleu, le cortex préfrontal, est un territoire typiquement créateur. Je vais prendre d'autres images pour bien que vous compreniez les choses. Donc créature, créateur, ou bien des territoires automatiques et un territoire adaptatif. Ça va vous expliquer la notion de résistance au changement qu'on va aborder et qui est un des problèmes de notre humanité aujourd'hui face à la complexité. On peut aussi dire que ce sont 3 territoires programmes, alors que celui-ci est un territoire programmeur. Donc, vous voyez bien la grande différence entre des territoires qui, quelque part, s'autoprogramment par le vécu, par les connaissances, le savoir, les émotions positives, négatives, dès la petite enfance. Tout ça s'imprime dans tous ces territoires de couleur rouge, orange, enfin surtout orange et jaune, alors que le territoire cortex préfrontal est un territoire adaptatif. C'est un territoire qui, en fait, a cette capacité de créer, de s'adapter, d'innover. C'est là aussi que se trouve l'intuition, la spiritualité, enfin tout ce qui permet à l'humain de sortir simplement de son état de créature et de devenir créateur. Mais on y reviendra, on y reviendra. Alors, ce que je vous propose comme voyage, puisqu'on a peu de temps, je vais vous expliquer d'abord en quelques mots ce qui se passe dans le territoire reptilien, c'est très important pour la suite. Ensuite, je vais faire une comparaison entre le territoire néolimbique, qui est un territoire automatique, et le territoire préfrontal. Parce qu'il y a d'énormes différences, mais en même temps une énorme complémentarité. Et je vais parler ensuite d'un autre phénomène très important pour les coachs, qui est la notion des motivations. Comment se forgent et se forment les motivations dans notre cerveau.
il y a là des théories biologiques très neuves aujourd'hui et qui sont de plus en plus en validation. Et on terminera ensemble en vous expliquant un peu à quoi sert le territoire paléolimbique, qui est le territoire des rapports de force, dominance, soumission, le harcèlement et tout ça. Je vais vous expliquer quelques protocoles à utiliser pour réellement comprendre comment agir, parce que là-dedans, on se plante très souvent. Et c'est ce qui fait qu'il y a ces notions de rapports de force qui restent exister, alors que ça peut se démonter assez facilement. Voilà, ça c'est le programme. On va commencer par le territoire reptilien. Le territoire reptilien est un territoire inné. Donc il est inné, il est préprogrammé en nous, alors que les autres territoires sont des territoires que nous possédons, mais qui vont biologiquement grandir en nous et vont se former petit à petit, et biologiquement ne prendront toute la place que vers 8-10 ans, vers 18-20 ans, 25-30 ans. Donc ce n'est pas pour ça qu'ils ne sont pas en activité dès le début, mais c'est pour montrer que la maturité, ça s'acquiert. Le territoire reptilien, à quoi sert-il? Il est biologiquement programmé en nous. En fait, le territoire reptilien, c'est le territoire des instincts pour nous permettre d'exister. C'est là qu'il y a les besoins de boire, de manger, de dormir, d'être et de copuler, tout ce qui en fait permet à la race d'exister, de se multiplier. Et là, Henri Laborie a beaucoup travaillé là-dessus. Et en fait, lorsque un animal, parce qu'on parle là de créature, un animal va qu'à ses occupations, il est dans ce qu'on appelle l'activation de l'action, il n'est pas en danger, il fait ce pourquoi il a été créé, il mange, il s'endort, etc. Lorsque cet animal va sentir, voir ou entendre un prédateur, ce territoire reptilien va, en quelques millisecondes, en fait, percevoir le danger de mort et donc susciter biologiquement des poussées d'adrénaline, dopamine et beaucoup d'autres in qui vont lui permettre en fait d'avoir des stratégies pour sauver sa peau. Et là, Henri Laborie les a bien décrits, c'est les stratégies de fuite, on s'enfuit, la lutte, soit on se bat, soit on hérisse les poils, on fait peur à l'autre, on crie très fort pour que la bataille n'ait pas lieu, mais on rentre dans la lutte, soit l'inhibition. Lorsque l'autre court trop vite et qu'il est trop fort, eh bien parfois il vaut mieux s'inhiber, se faire tout petit et pas bouger, pas respirer pour peut-être avoir la vie sauve. Donc ça c'est animal. Lorsque vous traversez la rue et qu'en dernière minute vous voyez une voiture arriver sur vous de façon très rapide, eh bien vous n'allez pas réfléchir. C'est votre reptilien qui va vous faire fuir immédiatement. Les jambes à son cou et hop, on est parti. Et donc voilà ce que... Alors ce phénomène s'appelle le stress. Biologiquement, le territoire reptilien provoque le stress lorsqu'il y a danger de mort. Et on parle d'un stress physiologique, donc physiologiquement, sauver ma peau. Et la grande question aujourd'hui, dans le monde de la complexité, pourquoi stressons-nous tous les jours alors que notre vie n'est pas en danger? Voilà, on va répondre à ça, parce que c'est un phénomène que lorsqu'on le comprend, lorsqu'on l'explique déjà aux petits-enfants dans les formations, il y a des phénomènes qui se produisent pour avoir de l'introspection et commencer à avoir des réactions tout à fait intéressantes qu'on va découvrir tout à l'heure. Et donc, on passe alors au stress psychosocial. La fuite, c'est la gêne. L'angoisse, l'énervement, l'agacement, la peur. La peur fait plutôt partie, et la colère, l'agressivité fait partie de la lutte. Le découragement, la démotivation, c'est plutôt de l'inhibition. Et face à un événement, face à un même événement, vous pouvez, où une personne peut passer en lutte et trouver ça très énervant, un autre peut être angoissé, alors qu'un troisième peut être découragé. Si tous les matins, je dois conduire mon fils à l'école et qu'à 8h25, on doit partir et qu'il n'est jamais prêt, ça parle sûrement à certains, eh bien, on peut très bien passer par un stress d'angoisse. Tiens, il ne sera pas là à temps, il va être puni, et c'est irrespectueux, et on commence à s'angoisser. Et un autre pourrait très bien se passer de l'angoisse et dire non, mais il commence à crier descends, il faut partir, et voilà, et on commence à s'énerver très fort sur la chose, ou alors se décourager, dire c'est toujours la même chose.
on ne le changera jamais, etc. Et on laisse tomber les bras. Et donc, ce sont 3 attitudes de stress. En quoi et pourquoi je parle de ça? Parce que le stress, et toutes les études le prouvent aujourd'hui, le stress est un inhibiteur d'intelligence et d'adaptation. Lorsqu'on est stressé, on perd énormément de nos capacités de réagir intelligemment et de façon appropriée à l'événement qui se passe. Alors, comme vous êtes coach, en fait, qu'est-ce que vous entendez tous les jours? Tous les jours, les gens viennent vous raconter des situations. Donc, les situations, c'est ce qu'on appellerait la cause externe qu'il vient vous dire. Et puis, il vient vous expliquer son action. L'action, c'est l'effet externe. Donc, la cause et l'effet, c'est-à-dire ce que ça va lui faire faire. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, on va s'intéresser non pas à la cause externe ni à l'action externe, on va s'intéresser à la cause interne et à l'effet interne, c'est-à-dire au contenant de la personne. Parce que souvent on est pris par leur contenu, ils expriment des choses, on rentre dans le truc, on demande, on pose des questions, etc. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre le contenant, dans quel état d'esprit, de quelle façon vous dit-il les choses, comment percevoir son état d'esprit. Et le contenant, on pourrait dire que la cause, c'est les 4 territoires, parce qu'il va vous répondre, il va répondre en fonction d'un de ces territoires qu'on va découvrir. Et l'effet, c'est qu'il va prendre une décision en fonction de son contenant. Et ces décisions peuvent être parfois tout à fait intelligentes, adaptées, et parfois à côté de la plaque.